moins une dizaine de... non, entre 12 et 15 spectacles à l'affiche chaque semaine. Donc, vous pouvez y trouver tout votre temps. Merci beaucoup, Frédéric. Tiens, je peux ouvrir une parenthèse, Frédéric, où tu rejoins bien les personnes qui souffrent de bégaiement. Tu as le mot-clé d'un bègue, d'une bègue, on emploie toujours le mot « en fait ». Alors, je présume que tu n'étais pas bègue, mais tu vas devenir bègue. C'est ce que je disais en tout premier lieu, hein, nous sommes tous pareils. On est tous pareils. Tu sais que nous, bègues, on se sert beaucoup du mot « en fait », parce que le mot « en fait », c'est un mot tremplin qui nous sert de glisser la phrase d'après. Mais excellente intervention, mon cher Frédéric. Merci. Si vous avez des questions. Bien, alors donc, on m'a demandé de vous... Donc, nous allons parler du théâtre de la transmission. Le théâtre de la transmission à la transmutation. Il est bien fait. Alors, moi je suis complètement persuadé que le théâtre, pour les personnes qui souffrent de bégaiement, est très porteur. Très porteur dans le sens où le théâtre, ça permet de nous extérioriser. On est obligé d'articuler, on est obligé de faire vivre ces phrases, de faire vivre une personnalité, malgré que lorsque l'on est sur scène, incontournablement, on cherche à prendre un mentor, on cherche à, disons, se surpasser en imaginant une autre personne que nous, avec une autre voix que nous. Et donc c'est comme dans la vie de tous les jours. Voilà, disons, c'est comme dans la vie de tous les jours, où chaque personne joue son propre rôle. Mais le théâtre, où je suis persuadé, ça permet d'écouter sa voix. Et comme on a l'intention avec Frédéric de redémarrer prochainement les cours de théâtre au théâtre Le Blanc-Manteau, avec les anciens stagiaires qui font un stage, parce que faire du théâtre pour une personne qui souffre de bégaiement sans en avoir une certaine technique, ou il fait comme beaucoup d'acteurs qui sont bègues, ils vont arriver à s'exprimer sur scène. Vous savez, on prend un exemple, moi je suis un ancien chanteur, lorsque j'étais en bas de la scène, j'arrivais pas à prononcer une seule syllabe. Une fois que j'étais sur scène, je parle au public, bonjour, se présenter, je fais mon tour de chant, je dis au revoir, sortez. Donc je me mettais une autre image, ce qui fait que sur scène je ne bégayais pas. Il ne faut pas confondre le théâtre normal, et vous avez d'autres personnes qui vont monter sur une scène, ils vont être complètement crispés, ils ne vont pas arriver à parler. Il ne faut pas confondre, il faut préalablement avoir quand même une technique de base, une technique que l'on peut appeler une mécanique de la parole. Mécanique de la parole. Donc à partir du moment où on a la mécanique de la parole, où on suit, disons, les objectifs, parce que le théâtre c'est quoi? C'est faire comprendre, c'est rester dans le naturel, mais écouter sa voix. Essayer de voir, peut-être par transcendance, peut-être, de voir son image. De voir son image. Être d'abord, avant tout, son propre spectateur, et surtout, s'écouter parler. Pour moi, le théâtre, pour les personnes qui sont bègues, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça permet de, disons, non seulement de prendre une confiance en soi, une aisance, parce que, malheureusement, la première chose, nous bègues, on parle tout doucement. Pourquoi on parle tout doucement? Parce qu'on bégaye. Donc on a peur que les gens autour nous entendent bégayer. Donc on parle doucement. Donc le théâtre, ça permet en plus de pouvoir s'extérioriser, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire « Enfin, je suis là. Là, au moins vous êtes en face de moi, vous m'écoutez. » Non pas avec du recul. Là, on est obligé, là, vous êtes assis, c'est obligé d'aller vers vous. C'est obligé de vous exprimer,
de m'exprimer fort, je suis obligé de vous faire comprendre les choses. Que la majorité des personnes qui souffrent de bégaiement, moi y compris, si par une personne, je répète, et qui 13 ans en arrière était muet, il aurait mieux valu que j'apprenne la langue des signes que je parle. Lorsque même je parlais, je faisais un retrait vers moi-même. On prend un exemple, plutôt que d'ouvrir la porte et de dire bonjour, ça va, je fermais la porte, bonjour, ça va. Et le théâtre, c'est ça, c'est une façon de pousser les portes, de s'écouter parler, d'être, disons, faire plaisir aux personnes qu'on a en face de soi. Faire plaisir ne serait-ce que d'abord du regard et après le plaisir de pouvoir s'exprimer. Et c'est pour ça que l'initiative avec Frédéric, qui je pense est très très porteuse, c'est de pouvoir donner la chance à des personnes qui, bien évidemment, ont la technique au départ, de pouvoir s'exprimer, disons, entre guillemets, en théâtre, devant un public, mais même ou à l'extérieur, de ne plus avoir peur de soi. Parce que nous, au bec, non seulement on a peur de soi, on cache son bégaiement, on se met un masque, mais on a également la peur de bégayer, qui est le facteur principal. Mais à partir du moment où le théâtre nous donne la confiance dont on a besoin, je peux vous garantir, toute l'appréhension qu'on peut avoir s'en va, puisque déjà, dès le départ, on pense à aller de l'avant. On n'a plus de position de recul, plus de position de retrait. Le théâtre, c'est une élocution, c'est une façon de s'exprimer. C'est une façon de mettre des nuances à toutes choses que l'on peut dire. Parce que, et certains, nous becs, si on analyse bien, on est monocorde, on parle toujours sur la même tonalité. Jamais la voix bouge, jamais il y aura des intonations comme ça, jamais. Et au fil du temps, bien évidemment, c'est comme une personne qui habite, par exemple, qui emménage près d'une gare. Au départ, on va entendre le train, c'est infernal. Et au bout d'un certain temps, la fréquence, la tonalité du train, on l'entend presque plus. On l'entend presque plus. Et nous, bègues, c'est ce qui nous arrive en permanence. C'est que, de par cette lassitude d'être bègue, on a toujours la voix qui est en bas, on est toujours triste parce qu'on fait Au bout d'un certain temps, on n'a plus du tout de vie. On n'écoute plus du tout sa voix. On est complètement à l'extérieur. Il ne nous reste plus que notre imagination, mais comme notre imagination va tellement beaucoup plus vite que notre parole, en plus on réfléchit très 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 vite, donc là on est complètement bloqué. Et c'est pour ça que on prend un exemple. Pourquoi le théâtre? Le théâtre aussi, ça nous apporte non seulement des intonations, n'est-ce pas, des façons d'être, et il faut également savoir que nous bègues, lorsqu'on est en face d'une personne, qu'on parle à une personne, si la personne nous parle avec une voix grave, on va répondre avec une voix grave. Si la personne nous parle avec une voix aiguë, on va répondre avec une voix aiguë. On n'a pas d'appui, parce qu'on n'écoute jamais notre voix. Donc on n'a pas une tonalité à nous. La seule façon d'avoir une tonalité à nous, c'est, par exemple, de s'écouter inspirer. C'est comme un diapason. L'inspiration, c'est le diapason de sa voix. Et c'est pour ça que le théâtre, c'est tellement important, ça permet de découvrir toutes les tonalités que l'on peut avoir avec sa voix. Il faut apprendre à travailler sa voix. Une voix, ça se travaille. Une voix, mais moi je dirais, même une conversation, c'est un travail. N'est-ce pas? Toute conversation est un travail, si on imagine bien. Pourquoi que les
Les journalistes prennent des cours de diction. Ils n'ont jamais été mecs, mais ils sont obligés d'en prendre. Parce que non seulement la voix, c'est un travail, mais c'est aussi une mesure d'espace-temps. C'est le temps que l'on veut bien s'accorder et le temps que l'on veut bien accorder aux personnes qu'on a en face de soi pour comprendre ce que l'on vient de dire. Tout a un temps, tout est une mécanique. Est-ce que sur ce sujet-là, vous avez déjà des questions à me poser? Après, on passera à un autre sujet. Est-ce que quelqu'un a des questions à me poser sur ce que je viens de dire? Du tout? Bon, je vois que la salle est silencieuse. Bon, alors... Bon, c'est normal, là, c'est l'heure de la sieste. Ah oui, mais j'ai très très bien compris. Alors... On quitte un petit peu le théâtre, mais pas autant que ça quand même. Faut-il souffrir d'un handicap pour apporter la solution? Alors, pour revenir à la paire-émulation. Explication. Alors, faut-il souffrir d'un handicap? Faut-il souffrir d'un handicap pour apporter une solution? Moi, disons, à mon sens, une solution, c'est un peu vaste, mais on peut quand même apporter des améliorations. Des améliorations dans le sens où, lorsqu'on vit un handicap, on est tellement habitué avec, on vit avec, incontournablement, ou un handicap nous fait souffrir ou pas, on essaye de par ses propres moyens de trouver des solutions. C'est comme une personne, par exemple, en fauteuil roulant, combien de temps ils ont mis pour comprendre que les banques, les distributeurs à billets étaient trop hauts. Et donc il y a énormément de choses que les personnes souffrent et sont très très actifs dans le développement d'une gêne. Donc pour le bégaiement, moi-même qui suis un ancien bègue, même très profond, je pense que si j'avais pas vécu moi-même le bégaiement avec toutes les souffrances que j'ai eues, avec les idées noires que j'ai eues, avec les idées de suicide et autres, je pense que je n'en serais pas arrivé là. Je pense que j'en serais pas arrivé là. Le bégaiement, c'est tellement vaste, il se passe tellement de choses à l'intérieur de nous qui sont vraiment même très très insoupçonnables. Comme je disais ce matin, si j'avais pas fait de l'hypnose et autres, pour qu'après que sous auto-hypnose, j'arrive à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, je n'en serais pas arrivé là. Le bégaiement, il y a tellement de facteurs à l'intérieur de nous et des facteurs insoupçonnables. Parce que moi, combien de fois j'ai bloqué ma respiration pendant longtemps pour essayer de comprendre pourquoi ce nerf-là a été bloqué, pourquoi ici c'était bloqué et autres. J'ai d'abord travaillé sur moi-même. On peut dire qu'avec moi, je ne me suis pas basé sur des suppositions d'autres personnes qui souffrent de bégaiement. Je me suis tout d'abord basé sur ma propre expérience d'ancien mec qui, jour et nuit, me faisait souffrir. Donc je pense, sans négliger bien évidemment toutes les recherches et les scientifiques sur le bégaiement, disons que ça n'a rien à voir, je pense qu'on ne fait pas le même métier. Moi, je suis uniquement qu'un modeste chercheur. Je recherche moi-même. Je suis jamais satisfait de moi-même, parce que si j'étais satisfait de moi-même, je me mettrais une barrière et je n'ai pas besoin de me mettre de barrière. J'ai besoin, à chaque fois que je fais un stage, disons, d'analyser chaque personne et en rentrant à la maison, de faire des schémas sur chaque caractère, parce qu'une méthode n'est pas universelle, une méthode s'adapte au caractère de chacun, au comportemental de chacun, au tic de chacun de par les blocages qu'il a. Mais ce n'est pas universel. Donc je pense qu'une personne qui n'a pas vécu, surtout le bégaiement, c'est principalement l'intuition que l'on a. Étant donné que nous, bègues, on est très intuitifs, comment dire à une personne qui n'est pas intuitive, vous allez me donner une solution sur le bégaiement? Il n'y a pas. Hormis de dire qu'il faut inspirer, bien évidemment qu'il y a le facteur de respiration, puisque le facteur de respiration, comme je disais ce matin,
le début de la vie, c'est la respiration, la fin de la vie, c'est la respiration. Et donc incontournablement, on est obligé de servir de sa respiration. Mais il n'y a pas que la respiration non plus. Il y a un facteur, nous, bègues, on respire en plus uniquement par nécessité. Donc on est obligé de trouver des moyens qui font que on se rappelle qu'il faut inspirer, on se rappelle qu'il faut écouter sa voix. Il y a énormément de choses. Il faut débloquer toutes les parcelles qu'on pourrait avoir bloquées, puisque chaque bégaiement a un type différent. Une personne, lorsqu'on va chuter, va se tordre les lèvres, vous en avez une autre qui va cligner les yeux, vous en avez un autre qui va secouer la tête, vous en avez un autre qui va se tordre les doigts. Chaque bégaiement a un facteur qui est complètement différent. Et c'est ce facteur que j'essaye, ça fait quand même 10 ans que j'essaye de découvrir. C'est pour ça que la pérémulation entre personnes qui souffrent d'un handicap, là en l'occurrence sur le bégaiement, comme nous avons l'intention de monter avec le CNAM, en fait, ça c'est une école de formation pour faire comme moi, pour dispenser des stages, former des anciens stagiaires qui ont été bègues pour dispenser des sessions et des thérapies contre le bégaiement, sans négliger les autres thérapies qui existent. Mais je pense que là, il y a peut-être, hormis les solutions traditionnelles, je pense qu'il peut s'ouvrir également une autre porte. Et il ne faut pas oublier que dans la littérature mondiale médicale, comme l'a dit le professeur Évrard, il a écrit, c'est que il est bien marqué que les groupes d'entraide pour le bégaiement sont aujourd'hui très nécessaires. Il fut un temps où des méthodes comme moi, on disait méthodes alternatives. Il n'y a plus lieu d'être alternatif, puisque maintenant c'est reconnu dans la littérature médicale. Et donc, si vous avez des questions à me poser sur la pérémulation, je vous écoute. Est-ce que c'est pas facile si vous me posez pas de questions? Ouais, j'aurais une question, moi. Donc, je fais partie d'un groupe de self-help depuis très longtemps. Hein, donc, depuis à peu près 10 ans. C'est enregistré, merci. Donc, je fais partie d'un groupe de self-help sur Paris depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans. Hein, donc, je suis une personne bègue moi-même. Et en fait, donc j'ai essayé l'orthophonie pendant de très longues années, sans aucun succès. Et puis après, je me suis mis à chercher par moi-même, un peu comme vous. C'est bien. Donc j'ai étudié beaucoup en fait des livres de phoniatrie sur la physiologie du système respiratoire, la respiration, le diaphragme, tout ça. Et le larynx aussi, je me suis intéressé au larynx, aux cordes vocales, parce que je pense en fait que dans le bégaiement, donc il y a un facteur commun entre toutes les personnes bègues, ce serait une crispation au niveau du larynx. Donc au niveau des cordes vocales, et que ce serait le point commun donc dans ma théorie personnelle, qui m'a permis de parler comme ça assez librement, alors qu'il y a quelques années j'étais un peu comme vous. Vous étiez muet? Je parlais pratiquement pas, et puis ça me bousillait la vie à un tel point que j'ai pensé à me suicider quand j'étais plus jeune, un peu comme vous. Et là, donc grâce à mes travaux, j'ai passé à peu près 15 ans de ma vie à chercher, un peu comme vous, comme les méthodes orthophoniques, la phoniatrie. J'ai essayé plein d'orthophonistes spécialisés de l'APB. Et donc je dois dire que le fait de participer à ces groupes de self-help, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de se retrouver avec des personnes avec qui on partage le même trouble. C'est bien. Voilà. Et donc l'intérêt aussi de ces groupes de self-help, c'est qu'on peut échanger avec d'autres personnes bègues et donc se rendre compte un petit peu des parcours de chacun. Et donc là, on s'aperçoit effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par l'orthophonie sans trop de succès. En fait, dans ce groupe, il y a aussi, j'ai aussi rencontré des personnes qui avaient suivi votre stage. Il y a 3 personnes notamment. Et donc ces personnes, c'était pas non plus positif, c'était pas non plus franchement positif. Mais donc il paraît qu'il y a des personnes avec qui vous faites des miracles. Donc c'est ce qu'elles m'ont dit. Donc moi, je pense franchement
Et puis après avoir interrogé pas mal d'autres personnes bègues rencontrées dans ce contexte, je pense que le point commun du bégaiement, ce serait une crispation au niveau du larynx, qui serait la source mécanique du trouble. Mais évidemment, le larynx est commandé par le cerveau, par le système nerveux. Donc, ce serait un goulot d'étranglement dans le processus physiologique du bégaiement. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'altération dans les muscles du larynx lui-même, mais que ce serait au niveau fonctionnel qu'il y aurait une crispation. Et donc, moi, personnellement, j'ai découvert une méthode qui permet de contrer cette crispation du larynx. Enfin, bref. Mais bon, comme c'est assez récent, moi j'ai découvert ça il y a à peu près 1 an. Bon, je reste sceptique. Je reste sceptique par rapport à mes propres découvertes, parce que j'ai eu tellement de déceptions. En 15 ans, j'ai eu tellement de périodes où je pensais avoir découvert quelque chose, et puis au final, avec le temps, ça revenait, sans que je puisse remonter la pente. Que, même en arrivant à m'exprimer comme ça librement devant tout le monde, sans aucun problème, je reste sceptique par rapport à ma propre méthode. Donc j'aimerais savoir votre opinion sur cette hypothèse du laryngospasme. Le premier qui a émis cette hypothèse, c'est le docteur Schwartz, il y a un certain temps, qui a émis cette hypothèse du laryngospasme. Il avait observé le larynx par endoscopie, et s'était aperçu qu'il y avait une crispation au niveau des muscles du larynx. Alors, donc disons qu'à mon sens, comme je disais préalablement, je suis un ancien chanteur. J'ai pris des cours de chant avec les professeurs les plus prestigieux qui m'ont fait travailler le larynx.